en direct avec Françoise Fité. Pour ceux qui me reprochaient de fréquenter les fascistes hier, c'est donc plus la candidate. Pourquoi je dis candidate? Parce que la dernière fois, j'étais une candidate qui a été réélue. Oui, voilà. Donc, tu es conseillère départementale au conseil départemental pour ceux qui auraient raté le truc. Donc, à la commission, présidente de la commission handicap et personnes âgées. C'est ça. Donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc c'est pour faire un bilan. Et en ce moment, on est comme tout le monde, on est sur l'Ukraine. Vous aussi, vous avez ouvert une concession, si j'ose dire, d'Ukrainiens, mais c'est pas pareil que la mairie. La mairie va les chercher en bus, vous filez de l'argent. Alors expliquez-nous. Alors, vous avez été ému par la guerre en Ukraine. On va commencer par là. On a été, comme tout un chacun, choqué par l'agression de Poutine et du pouvoir russe sur les Ukrainiens, qui n'a strictement aucune justification et qui est catastrophique en premier lieu. Pourquoi ça n'a pas de justification? On avait eu une espèce de débat comme ça entre toi et moi sur la violence faite à Romain Gros. Qui a vécu. Oui, mais il y a des comparaisons quand même. Il a vécu Orange Mécanique, excuse-moi, il l'a dit au tribunal. Donc tu étais contre la violence. Je suis contre faite aux Ukrainiens, Romain Gros. Je suis contre la violence de façon générale parce que je considère qu'elle règle rien, mais à l'occurrence. Oui, mais elle n'est pas inhérente à la vie. À l'occurrence, sur l'Ukraine, bien sûr que c'est. Bombarder des villes entières, bombarder comme ça, sans raison, je dis bien, un État souverain comme l'Ukraine, bombarder, tuer des gens, des hommes, des femmes, des enfants, lancer la guerre pour des motivations qui sont injustifiables, si tant est que soit justifiable de bombarder comme ça des populations, oui, moi ça m'a choqué, ça m'inquiète énormément. Les Ukrainiens bombardaient le Donbass aussi, il y a eu des victimes civiles, bon on n'en a pas parlé certes, mais... Oui, mais l'idée c'est pas de comparer, de dire ah cette guerre elle est bien, cette guerre elle est pas bien. Moi je suis anti-guerre par principe, et en l'occurrence sur cette actualité-là, moi je condamne sans appel cette agression de Poutine sur les Ukrainiens. Donc à partir de là, et je crois qu'il y a eu un élan ça a choqué tout le monde, d'autant que il y a la question du peuple ukrainien en premier lieu, la question du peuple russe aussi, parce que ceux qui s'élèvent contre la guerre, ils chargent quand même en ce moment. Et il y a des Russes qui se mobilisent contre la guerre. Et puis, ça fait courir des risques incalculables, je dirais, à l'Europe et pas que. Parce qu'on est quand même dans des configurations avec niveau d'armement. On a la même tension qu'au moment des missiles russes à Cuba. Je pense que c'est pire, parce que depuis, malheureusement, tous les traités anti-armement et tout ont été énormément affaiblis. Et d'ailleurs, il faudrait se rebattre de nouveau pour le désarmement, un vrai désarmement, notamment nucléaire. C'est quelque chose qu'on a mis de côté. Donc, ça fait courir un grave danger pour tous ces éléments. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bien sûr que il faut soutenir, pour moi ça me paraît normal, le peuple ukrainien, notamment parce qu'il y a un soutien à la fois logistique, etc., puis un soutien et une obligation d'accueil, comme, puisque tu parlais du conseil départemental, nous le faisons pour tous les réfugiés d'où qu'ils viennent, parce que le drame ukrainien ne fait pas oublier que la guerre, elle est aussi ailleurs, elle est aussi en Syrie, elle est au Yémen, et qu'il y a aussi partout des gens, des enfants, des hommes qui meurent, des femmes qui meurent. Donc, hier, il y avait réunion à ce propos. Donc hier... avec Corinne Grillet de Welcome, mais pas que. Mais... Non, il y avait plusieurs associations, l'idée étant pour le conseil départemental et sa présidente, de faire un petit peu un point pour coordonner les différentes actions en fonction de chaque, je dirais, entre guillemets, spécialité de chaque association, et de voir comment on peut, plutôt que de multiplier les choses... pas faire doublon, quoi. Voilà, pas faire doublon, être plus efficace. Je crois que c'était le but de cette réunion d'hier. Donc, j'ai vu que le conseil départemental donne 30 000 € pour l'Ukraine. Alors, on a voté un fonds possible donc de 30 000 €.
qui n'a pas encore été donné de façon concrète, puisque là aussi on va faire un point, voir comment ça va se passer, quelle association, etc. Mais c'est le principe de dire qu'à un moment donné, il y aura besoin de ce soutien, de cette solidarité-là. Et donc, elle est votée. Et donc, vous savez, ça va aider à payer du matériel pour les associations qui ont déjà l'habitude. Ça peut être ça, voilà, ou de faire passer du matériel direct en Ukraine aussi, soit à l'accueil des réfugiés. Bon, c'est pas encore défini de façon très précise. Alors hier, j'ai vu Louis Alliot, le maire, qui a pris son bus et qui est allé en Pologne, et pas pour récupérer de la vodka, qui a récupéré à la frontière. Donc il n'a pas pris le bus, lui paraît. Hein. Bon, peu importe. Je l'ai vu en photo. Moi, je crois tout ce que je vois en photo. C'est raison. Je pars de là, initiez vos problèmes, attention. Et ce, depuis la fameuse photo sur la place rouge, où il y avait Lénine, Trotsky, Staline, Kalinov-Zinoviev, et qu'au fur et à mesure, il disparaissait. La photo, mais ceci est une autre histoire. Voilà. Une photo vaut mieux que 1000 mots. Bon, je reviens à nos moutons. Et il m'a dit que c'était la préfecture qui faisait la coordination de tous les élans de générosité entre les collectivités. Oui, mais il y a Parce que la région aussi. Oui, mais à la réunion d'hier, il y a eu des réunions avec le préfet. C'est normal que le préfet coordonne, contribue à la coordination. Et hier, il y avait la région aussi à la réunion. L'État était convié, donc il y a des relations, bien sûr. Ça, c'est normal, heureusement d'ailleurs. Que chacun qu'on se coordonne, bien sûr, voilà. Ben, ça c'est normal. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi, sur quoi je voulais insister, parce qu'il y a quand même des réfugiés africains à la frontière polonaise qui sont refoulés parce qu'ils sont africains et noirs de peau, donc, l'accueil des réfugiés, des gens qui fuient la guerre, qui fuient les misères, pour moi, il doit être inconditionnel, et quelles que soient les personnes qui sont concernées. On ne trie pas dans les réfugiés, il n'y a pas les bons et les mauvais réfugiés. Il y a un bon et un mauvais cholestérol, pourquoi ça s'appelle voilà, voilà, ce qui est valable pour le cholestérol ne l'est pas pour les réfugiés. Il y a un bon et un mauvais chasseur, d'après les inconnus. De mon point de vue, en tout cas. D'accord. Oui, mais est-ce que c'est pas être bisounours, comme diraient des gens qui disent que ce serait pas être bisounours? On peut pas prendre toute la misère du monde, mais on doit en prendre notre part. Oui, la France, ça ne prend pas tant que ça, déjà, pour commencer, en général. Ouais. Et bon, c'est un pays qui a des possibilités d'accueillir dans des conditions où les gens fuient les bombes, d'où que viennent les bombes. Oui, mais c'est nous qui les vendons, donc c'est peut-être aussi logique de les prendre. Ça, c'est vrai aussi. Moi, j'aime beaucoup le Yémen, j'y vais plus en vacances. C'est des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite, voilà. Tu veux Yémen, c'est vrai. Voilà. Donc finalement, pourquoi on fait pas moi, la guerre à l'Arabie Saoudite, Mais moi, je distingue... Pourquoi Poutine est plus dégueulasse que... ou même l'émir du Qatar. On va pas se fâcher avec tous nos fournisseurs de gaz. Non, mais c'est des questions qu'effectivement on peut se poser. Mais c'est pas parce qu'on considère que c'est scandaleux ce qui se passe au Yémen et qui est quand même pas vraiment sur le devant de la scène qu'on trouve normal ce qui se passe. Le devant de l'obscène, tu veux dire. Voilà, qu'on trouve normal ce qui se passe en Ukraine. Je veux dire, encore une fois. Mais... Après, c'est des positionnements politiques et encore une fois, moi et du côté de ma sensibilité, on se bat pour le désarmement, pour la paix, et on combat. La guerre est jamais une solution. On ne combat pas la guerre en rajoutant de la guerre. Ça, c'est... Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que... Ah si, c'est les pires solutions. Moi, je ne connais pas cette phrase qui dit « si la violence ne fonctionne pas, tapez plus fort ». Voilà, ben, c'est des points de vue que je ne partage pas. Bien, alors comment ça va se matérialiser? Qu'est-ce qui a été décidé hier en commission? Non, mais hier, en fait, ça a été un échange entre ce que fait chaque association, avec ce que fait chaque association. Donc l'idée, c'est que il y a des points d'accueil à définir pour les personnes. Alors il y en a eu 110 arrivés par bus. Bon, il y a pas longtemps, mais il y en avait déjà qui étaient là. Dans une famille qui crevait déjà de faim. Alors, ce qui est vrai aussi, ce qui a été d'ailleurs souligné par une association, c'est que il y a déjà en France depuis un moment des Ukrainiens en demande d'asile et souvent déboutés, qui vivent au Donbass. Et là, bon, donc... là, leur vie est vraiment menacée pour le coup. Là, pour le coup... Non, parce que c'est je veux dire que... dire, si vous êtes réfugié politique, si votre vie n'est pas menacée, vous êtes des réfugiés économiques, on en a déjà, quoi. Non, mais
des déboutés du droit d'asile, comme le droit d'asile est attribué de moins en moins facilement, il y en a beaucoup, hein, et qui de fait restent sur le territoire aussi. Bon, on a donc évoqué un peu toutes ces situations. Oui, parce que c'est con, si soit on les vire, soit on les vire, mais on n'est pas dans l'entre-deux, donc ils restent dans une espèce d'entre-deux. Non, mais de toute façon, il faut accueillir les gens de façon sécurisée, qu'ils soient dans des bonnes conditions d'accueil, en tout cas. Oui, non, mais ça d'accord, mais ça demande des fonds. Oui, ça demande des fonds. Mais ça demande une ligne éditoriale cohérente. Ça demande déjà un choix politique, une volonté politique, je parle là au niveau national. Ça demande des fonds. Je veux dire, la France, c'est pas un pays pauvre, donc il y a des moyens à consacrer à la fois aux Français, aux gens qui vivent en France, non, et à la fois. Arnault est riche, mais est-ce que le Français est riche? Non, mais justement, il faudrait en prendre un peu, peut-être un peu beaucoup à Bernard Arnault. Je lui en parlais il y a pas longtemps. Donc la question, c'est une question plus idéologique que financière en réalité, et de choix politique, de mon point de vue. Alors, on va glisser de la femme ukrainienne à la journée... C'est le 8 mars aujourd'hui. Voilà, c'est le 8 mars. C'est pour ça, j'aurais interviewé aujourd'hui Monsieur Alliot, ça aurait été par accord. Là, je suis cohérent, poum. Voilà, pam, pam, femme, si j'ose dire. C'est ça. Alors, pourquoi mais ça va, tu passes pas ton temps à la cuisine, tu t'es pas contente, t'es maltraitée, c'est quoi le problème encore? Alors, moi, je suis pas maltraitée, effectivement. Mais bon, blague à part, si l'on peut dire, il est certain que il y a encore fort à faire sur l'égalité des droits, l'égalité salariale. L'égalité des droits hommes-femmes, l'égalité salariale, on n'y est pas du tout. Oui. Il y a une régression importante. Est-ce que c'est le patriarcat ou le capitalisme? C'est les deux, en général. Je pense que le capitalisme... Je mets toujours tout le dos sur le capitalisme et là on se retrouvera. On va dire que les femmes subissent la double peine. C'est sous le prolétariat de l'homme. C'est ça. L'homme est un prolétaire et la femme est un sous-prolétaire. Du coup, je bats mon chien. Hein, voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, il y a une régression aussi sur la question de l'IVG, des maternités, du droit à l'IVG, dont, par exemple, on demande pour ce qui est du Parti communiste que ce droit soit inscrit dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Il y a énormément les femmes subissent de plein fouet, encore plus que les hommes, la précarité, le chômage, etc. Et puis il y a tout un tas de métiers, et je connais un peu le sujet, de métiers comme les aides à domicile, les aides soignantes, les agents d'entretien qui travaillent dans les EHPAD, etc. J'ai vu debout les femmes de Gilles Perret, j'ai même vu Gilles Perret. Donc, qui sont avec des salaires de misère, un travail de précarité importante que la crise sanitaire a mis en avant, et pour lesquels il y a... c'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça. Il y a plein de choses qui nous montrent que les droits des femmes sont loin d'être encore au niveau où ils devraient l'être. Il y a la question des violences faites aux femmes avec des moyens dérisoires qui sont mis à disposition, alors qu'il faudrait 1 milliard, comme ça a été fait d'ailleurs en Espagne, pour prendre vraiment les mesures pour combattre cette réalité. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on a de bonnes raisons de descendre dans la rue. Alors aujourd'hui, certes, plus particulièrement, mais de façon générale, d'ailleurs, les luttes des femmes ne se limitent pas au 8 mars, bien évidemment. Oui, parce que moi toute l'année. Tant que c'est une fois par an, moi ça me dérange pas. C'est comme Noël, je suis sympa à Noël, et j'ouvre la porte aux femmes le 8 mars, et le reste du temps, bon ben... Je reprends ma force patriarcale et mon privilège blanc au passage, enfin bon bref. C'est ça. Oui, parce qu'on est quand même, quand on pense que sur l'allongement du délai pour pouvoir subir une IVG de 12 à 14 semaines, tous les conservateurs de tout poil, notamment au Sénat, ont tout fait pour que ça se... Il n'est pas sénateur. Non, mais... C'est au Sénat. Mais il fait partie des conservateurs qui ont refusé que ça puisse se faire, alors qu'il y a chaque année 5000 femmes qui doivent aller avorter, celles qui peuvent financièrement, à l'étranger. Alors, il y a une chose qui s'est passée, toi tu es jeune, mais moi je commence à vieillir. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup passé de temps à faire la propagande pour la santé. On a même fait un agent de la santé à l'époque. J'étais au texte et le dessinateur au dessin.
Et il y avait beaucoup de campagnes pour dire, bon, ben, si vous faites l'amour sans préservatif, vous aurez le sida et un enfant, Ouais. etc., etc. Ça a disparu. La prévention, autrement dit. Voilà, la prévention santé, merci Oui, oui. de mettre le mot sur les mots. Oui, non, mais les politiques... Pourquoi ça n'existe plus, ça? Ça existe très peu. Il y a des campagnes de prévention. Il y en avait plein. Quoi. Voilà, il y a des campagnes sur le cancer du sein, sur le cancer contre le cancer de l'utérus, etc. Il y a des campagnes, mais c'est pas suffisant. Le planning familial avait plus de visibilité, par exemple. Le planning familial, ils font du boulot. Ah non, je sais pas qu'il faille oui, du boulot. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de contraception. Tu as raison. C'est vrai qu'on parle pas. La contraception, c'est une évidence. La Tout à fait. Un chat. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est sûr que c'est en dessous de ce qu'il faudrait. Mais de toute façon, les moyens consacrés à la santé, les politiques de santé, depuis 30 ans, n'ont eu de cesse que de réduire la dépense publique, que de limiter la réponse aux besoins dans des logiques financières. Donc à partir de là, tout va avec. C'est-à-dire que des fermetures de lits, d'établissements, la situation qu'on connaît des hôpitaux, des fermetures de maternité. Quand même dans le département, il y en a un certain nombre qui ont fermé. Tout est concentré sur la clinique Elsan, voilà. Elsan, oui. Elsan, c'est le groupe Elsan. Où les femmes, pas un nom japonais. Où les femmes qui vont accoucher là-bas, il faut qu'elles payent les surplus alors qu'elles souhaitent accoucher à l'hôpital, par exemple. J'ai des exemples concrets. On en vient à des choses où des femmes, bon, c'est arrivé quelquefois dans les années précédentes, mais il n'y a pas si longtemps, qui ont dû accoucher ou chez elles ou dans la voiture des pompiers. Voilà, mais ça fait des souvenirs. Voilà, oui, mais enfin bon, on s'en passe. Enfin, non, mais je veux dire, alors que il y aurait les moyens d'avoir des politiques de santé, de prévention, de soins, de proximité, il y a toute la question des déserts médicaux, etc. Et si ça touche tout le monde, les femmes sont les premières touchées. Les plus touchées. Les plus touchées dans le renoncement aux soins, la difficulté d'accès aux soins. Les femmes, et en particulier les femmes en situation de précarité, évidemment, qui sont celles qui recourent au moins à la CMU. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que ça touche plus particulièrement, là aussi, les femmes plus que les hommes. Parce que les hommes, non, mais je ne dis pas que ça ne touche pas les hommes, hein, mais ça touche plus les femmes. Voilà. Alors, on va glisser, si j'ose dire, sur ta fonction élective. Tu as 2 commissions, donc la commission du handicap et la commission des personnes âgées. Oui. Alors, j'allais dire, ça jouxte. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est pour eux entre 2 commissions? Oui, il y a beaucoup de... Comme les os des vieux, justement. En fait, il y a des points communs, c'est la question de la perte d'autonomie. Moi, j'aime mieux employer ce terme que celui de dépendance. Et la perte d'autonomie, elle peut toucher n'importe qui. Un vieux peut être dépendant à l'alcool aussi. Aussi, un jeune aussi, un handicapé à la drogue. Enfin, exactement. Bref. Un vieux handicapé, enfin bon, bref. Donc, il y a ce point commun, perte d'autonomie qui peut advenir à tout âge de la vie. Alors, c'est vrai que c'est plus fréquent à la fin, en vieillissant, mais bon, le handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Personne n'est à l'abri de ça. Donc ça, c'est, on va dire, la transversalité. Ce qui est aussi la transversalité entre les deux, c'est la question de l'accessibilité au sens large, l'accessibilité aux lieux publics, dans la ville, l'accessibilité aux droits, l'accessibilité à la culture, à la vie sociale, à l'emploi. Donc ça aussi, c'est des points communs. Il y a beaucoup de lois, de textes qui disent qu'en vrai, on y a droit. Mais dans le réel, c'est plus compliqué. Il y a eu quelques progrès à partir de la loi de 2005, effectivement, pour ce qui est du handicap. Mais depuis... on est un peu resté au milieu du gué. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour faire exécuter la loi, c'est pas la peine qu'elle soit là. C'est-à-dire, il en va de cette question comme de ce qu'on disait sur la santé. C'est des choix de politique, des choix de société. Décider une accessibilité universelle, c'est tout construire en fonction de ça, que ce soit l'aménagement des villes, les logements, permettre les lieux publics. Or, en France, on n'est pas un pays très en avance sur cette question. Hein. Non, on n'est pas suédois. Voilà, il y a des pays qui sont plus en avance, effectivement. Alors qu'à la base, le viking est plutôt rude. Voilà, mais pour certains sujets, ils sont plus en avance. Donc, voilà pour ce qui est des points communs. Ensuite, bien sûr, la question de
Des personnes âgées, c'est tout ce qu'il y a autour du maintien à domicile, de la réalité des EHPAD aussi, Ah oui, qui ont alors, fait il y a l'actualité. eu l'histoire Orpea. Voilà. Est-ce qu'il y a des EHPAD du conseil départemental ou municipal, etc. Les EHPAD, ce sont soit des privés associatifs à but non lucratif, soit des privés à but lucratif comme Orpea, soit des établissements publics qui sont fonction publique hospitalière, mais qui ont des financements à la fois de l'ARS et du conseil départemental. Ça, c'est le statut des EHPAD. C'est pas l'EHPAD, c'est pas que le conseil départemental, c'est comme je viens de dire. D'accord. Alors. Donc il y a toutes ces questions qui sont, moi, qui m'intéressent beaucoup. Et puis la question, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de maintien à domicile, de permettre aux gens de rester le plus longtemps chez eux possible, comme la majorité des gens le souhaitent, ça implique des services d'accompagnement à domicile, soins et vie sociale, et accompagnement. Oui, en plus, ça crée des emplois. Mais autant que ces emplois ne soient pas. Qui soient à la hauteur, quoi. À la hauteur, y compris pour les personnels, pour les salariés. Voilà. Et eux, ils dépensent leur argent ici, donc c'est un circuit économique. Tout à fait. Donc, vaut mieux créer des circuits courts, même pour la santé, que ça atterrisse à Elsan contre lequel pour verser des dividendes Voilà. Moi, ça me paraît inconcevable que des structures comme ça soient... Que l'argent public finance le d'une part, et qu'on fasse de l'argent sur le dos des personnes âgées, par exemple. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est le titre affreux de Silver Economy. C'est ça. Ou l'éco, voilà. Il y a un autre terme dont je ne me souviens pas, mais c'est du même genre. Donc, à un moment donné, voilà. Voilà, donc c'est un enjeu majeur, ceci étant dit, cette question de l'accompagnement de la perte d'autonomie au vu de le vieillissement de la population pour les années qui arrivent. Est-ce qu'il y a des études qui sont demandées, parce que on a une université ici, enfin ici non, il y a une bibliothèque, c'est déjà pas mal, auprès des sociologues, puisque a priori c'est plutôt leur métier, pour faire des recherches sur où en est-on ici localement. Alors, localement, précis, à ma connaissance maintenant... Mais rien ne t'empêche d'aller... oui. À ma connaissance, il y a des éléments, par exemple, il y a des éléments qui sont apportés quand il y a un projet régional de santé, quand nous le département a demandé, pour ce qui concerne les déserts médicaux, une étude justement sur la situation, etc. Ça donne des éléments locaux, y compris sur la question de la perte d'autonomie. Après qu'il y ait une étude spécifique sur cette question dans le département, pas que je sache. Par contre, il y a eu des rapports nationaux du Sénat, de l'Assemblée nationale, et qui décrivent bien, et puis il y a des ouvrages qui décrivent bien l'enjeu que ça représente, avec le nombre de personnes concernées maintenant et dans les années qui viennent, et tout ce que ça implique, ce que ça coûte pour les gens en EHPAD, et l'argent qu'il faudrait débloquer pour pouvoir répondre à ça. On est toujours en attente depuis 3 quinquennats d'un plan grand âge. Mon Dieu. C'est bien, on a plus de chances d'avoir un bus que d'avoir la réponse à ton souhait. Voilà, il faut une grande loi cadre. Dit que Macron a gagné. Comme il faut une loi, de nouveau, revoir une grande loi cadre sur le handicap, mais une loi cadre aussi sur le grand âge. Et c'est des choix de société, encore une fois. Est-ce qu'ici, il y a une littérature locale par exemple, je connais un gars qui s'appelle Francis Daspe, tout est les filles qu'il est, écrit des livres sur l'éducation. Est-ce que les communistes ont une production littéraire en matière de... Localement ? Ouais, localement. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin finalement? Ah oui, mais oui, localement, il n'y a pas, comme je te disais, à ma connaissance, après, je ne connais pas tout, d'ouvrages là-dessus. Il y a des choses, des propositions, des analyses Moi, je suis sur l'ultra-local, nationalement qui abordent cette question. Oui, ça oui. Il y a une commission nationale. On a besoin de se réapproprier le local, c'est pour ça. Les études nationales, les gens... Oui, mais enfin bon, c'est sûr, il faut étudier les réalités locales, ça c'est incontestable. Parce que nous, on a un endroit assez particulier. Oui, mais en même temps... Une espèce de laboratoire social, comme disait... Nous, on a un département où il y a le nombre des personnes âgées qui est assez plus important qu'ailleurs, que nationalement, par exemple. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des réalités. Parce qu'on a du soleil. C'est ça.
qu'il y a des Il retraités. n'y a pas que la qui misère au viennent. soleil, Non, il y a la vieillesse au soleil. On ça. sèche mieux. voilà, exactement. Alors, avant de mettre un terme à cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé qui serait urgent de te demander, sinon, et sans quoi je perdrais tout crédit à tes yeux? Non, il n'y a pas. Ne Y a t'inquiète pas. En On fait, peut discuter de plein de choses, voilà. mais là, tout de suite, je vois pas. Donc, François Suité, merci. Donc, Merci on à va toi. continuer cette journée internationale du droit des femmes en ta compagnie. À bientôt.